Bonjour à tous, je m'appelle Steven, je suis réalisateur, journaliste de terrain, on peut dire même journaliste d'âme. Donc je m'intéresse beaucoup aux gens, aux personnalités, au parcours des gens inspirants et ce qui m'intéresse avant tout, c'est surtout rencontrer, créer la rencontre. Et du coup c'est comme ça, je suis parti, je me suis dit tiens, intéresse-toi aux champions du monde de château de sable, est-ce qu'il existe? Et du coup j'en ai trouvé un, qui est en France en plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que la plupart des champions dans chaque domaine, bah, beaucoup sont français, quoi. Donc du coup, on apprend des choses encore plus. On se dit, en France, il y a vraiment des gens incroyables, quoi. Qu'on n'en parle jamais. On peut réussir tout en restant humble, en fait. Et pour moi, c'était très important de m'imprégner de ça, de leur connaissance, de leur savoir. Et franchement, sans vous mentir, les plus grandes personnes, c'est les plus humbles. Je suis guide Saint-Cyr, j'emmène des gens sur les volcans en activité permanente ou ponctuelle depuis maintenant 57, 58 ans, je ne sais plus exactement. Je m'appelle Dale Murdoch, je suis né au Canada et j'habite ici en France. J'ai été pilote de chasse dans l'armée de l'air où j'ai passé 18 ans et j'ai intégré la patrouille de France, donc j'ai été équipier puis j'ai été leader de la patrouille de France en 2010. Je suis Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de Trianon, du Grand Parc de Versailles et des Jardins de Marly. J'ai ma diplôme de art-histoire avec beaucoup d'années, 6 ans de sculpture, parce que c'est une passion. Je n'ai jamais arrêté. J'ai une période de travail qui est plus d'un niveau, ok, j'ai entre une école d'architecture, mais je travaille dans un énorme jardin de roses. Et j'aime beaucoup, mais à la fin, je ne pas certain qu'est-ce que je fais. L'école d'architecture, c'est accepté, mais je promène à la plage et j'ai vu une équipe qui fait des sculptures de sable. Et c'est ma première vue de choses de cette taille avec une équipe. Et j'ai dit, c'est fantastique, qu'est-ce que tu fais? C'est énorme, c'est beau, c'est super. Il dit, tu aimes, fais quelque chose ici, nous sommes dans le UT. Et j'ai fait une Volkswagen Coccinelle. Il dit, Dale, tu es très doué avec ça, tu es une partie de notre équipe. Et il dit, non, tu es une partie de notre équipe. Parce qu'en fait, c'est deux équipes qui font le travail ensemble. Voir une éruption chez nous, c'est-à-dire, c'est avancer s'il y a des coulées de lave, je vais les faire serpenter entre les coulées de lave. S'il y a des explosions, on va s'approcher des explosions jusqu'à la limite de retombée des bombes. S'il y a un lac de lave, on va vraiment à côté jusqu'au mur de chaleur, là où on peut pas aller plus loin. Mon travail, c'est que les gens aient confiance en moi. Quand ils arrivent, ils me disent « Guy, tu nous emmènes là-bas, on veut voir le rouge ». Mais moi, ma responsabilité, c'est de trouver la limite, la bonne limite, là où on peut, jusqu'où on peut aller. Mais le volcan, c'est une montagne vivante, il bouge. Et lui, d'un seul coup, il va avoir une grosse explosion, une grosse éruption que moi, j'avais pas prévu. Et là, on peut être dessous. Un élément déclencheur, quand j'avais 12 ans, j'étais en 4e, j'étais en internat à l'époque et on nous a proposé un week-end d'aller faire un baptême de l'air dans l'aéroclub du coin. Et j'avais très envie parce que j'avais jamais volé. Donc j'ai fait ce vol. J'étais dans un petit avion, un petit agazou. Je sais même plus ce que c'était comme type d'avion, mais un avion d'aéroclub. J'étais en place arrière, donc je voyais pas grand-chose, mais j'ai quand même trouvé ça génial. Et en plus, ça avait l'air facile. Et je me suis dit, ça, c'est un métier pour moi. Ma passion est née d'une contrariété. Je suis entré à Versailles en 1976, une éternité, alors que je rêvais d'être photographe. C'était mon idée, parcourir le monde avec un appareil photo. Mais mes résultats scolaires, ma vie familiale en ont décidé autrement. Je suis entré à Versailles comme jardinier en 1976. D'abord comme caissier, je fais payer les voitures, et ensuite dans les jardins. Et je découvre le monde du jardin. J'avais une formation horticole, je ne vais pas vous mentir, mais je suivais cette formation sans passion, un peu par obligation. Et en arrivant à Versailles, je découvre un jardin exceptionnel de 850 hectares, je découvre une histoire, et je découvre des arbres. Je tombe amoureux des arbres de Versailles. Et la vie a fait que j'ai pu rester dans ce lieu unique. J'en suis très heureux, mais je suis rentré à Versailles sans passion pour le jardin. J'ai découvert la passion en réalisant mon métier. Si c'est la personne qui n'a rien à faire dans la vie, ça c'est le triste. Hein. La personne qui est cadrée et fait la machine, comme vous connaissez le film Brésil,
tin, 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 et tous les mondes dans le bureau qui bougent, bougent, bougent. Je fais la même chose. C'est comme une hamster. D'un seul coup, il y a eu une éruption très, très, comment dire, pas très violente, mais très grosse, très lourde, très forte. Et là, on a vu monter un panache qui est monté à 300-400 mètres, au lieu de monter à 1500 mètres comme d'habitude, mais il était chargé de blocs. Et ce panache est monté à 300-400 mètres. Il a oscillé comme ça, c'était très très gros, on aurait dit une cervelle, voilà, une grosse cervelle. Et d'un seul coup, cette cervelle, elle a basculé et elle est arrivée comme ça sur nous, face à nous. Et c'est ce qu'on appelle une avalanche pyroclastique, c'est une nuée ardente. Et ça vous arrive sur vous, en face de vous, à une vitesse qui peut être entre 250 km/h jusqu'à 600-700 km/h. Et là, il n'y a plus rien à faire, quoi. On voit cette cervelle qui avance, qui avance, qui avance, et on sait qu'on va mourir. La vocation militaire, elle est venue, je pense, à travers mon éducation aussi. C'est-à-dire que mes parents ont toujours eu ce souci de nous enseigner le devoir de mémoire. Et ils nous ont trimballés sur pas mal de sites historiques, de lieux de mémoire, que sont les tranchées à Verdun, les plages de débarquement en Normandie, toutes les citadelles de la Maginot, je crois qu'on a tout fait. On a fait des cimetières militaires, mais pour qu'on prenne conscience, en fait, quand tu arrives dans un cimetière militaire où tu vois des centaines de croix, blanche, et tu te dis en fait tous ces gens-là ils sont morts pour qu'aujourd'hui je vive dans un pays libre. Donc tout ça en fait, on n'a pas fait que ça, mais j'avoue que ça a ponctué mon éducation et ça m'a vraiment transmis des valeurs de courage, d'abnégation, et le fait qu'on peut s'engager pour quelque chose qui est bien plus important que sa petite personne. Le groupe s'était scindé en deux. Il y en avait une partie qui avait eu trop froid, qui était rentrée. Il restait 5 avec moi. Et là, il y a une seule personne qui a parlé. Je me rappelle, c'est une fille d'Ardèche, je crois, et qui a dit une seule chose. Elle a dit: Guy, on est foutu. Et personne n'a parlé, même pas moi. J'ai pas répondu. Guy, on est foutu. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à ce moment-là, on était tous comme ça, figés, comme vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Et personne, même moi, personne n'a eu l'idée d'essayer, au moins. C'était pas la peine, ça servait à rien. Mais d'essayer de se tirer, quoi. Essayer de s'écarter, de partir. Mais ça vous arrive dessus très vite, très gros. Et vous avez la terre qui vibre, les blocs qui roulent. Et vous dites, ça y est, c'est foutu, quoi. Moi, je me rappelle, j'étais cramponné à un rocher et j'étais comme ça, quoi. Et on bouge pas et on a les doigts qui sont crispés et on attend, quoi. Et là, on a eu un miracle, quoi. Il y avait un espèce de gros ravin qu'on ne connaissait pas, qui était sur le côté, qui était à 50 mètres de nous, à peu près. Et quand cette nuée est arrivée, ce ravin l'a pratiquement avalé, l'a dévié. Et au lieu d'arriver face à nous, en fait, elle est passée à 40, 50, 60 mètres de nous, à peu près. Une fois, je travaille à Minneapolis, c'est le plus grand foire mondial, et nous ont fait Aladdin. Et j'ai fait la cave de merveilleux ou quoi en français, j'ai pas sûr. Et c'est la tête d'un lion. Mais cette tête, c'est 30 tonnes de taille. Et j'ai fait le dent, le visage, les yeux, et j'ai commencé à scuter pour vider un petit peu. Et j'ai entré et j'ai perdu ma tête. Et j'ai dit, OK, je vais mettre là. Et après, j'ai fait beaucoup de pièces d'argent en sable. Que c'est séché pour placer dans l'espace. Et je continue de faire l'arche et double arche et troisième. Et entre cette bouche. Et suddenly, une personne tirait sur mon pantalon. Et suddenly, j'ai complètement tiré rapide par 3 personnes qui attrapaient ma jambe et tiraient moi. Il a dit, regarde, et dans les dents de cette chose, c'est la fissure qui commence parce que j'ai enlevé trop de choses à supporter. Et si c'est fermé la bouche, j'ai trappé avec 20 tonnes de sable dessus, c'est pas possible de sauver moi. Donc, ça, c'est pas cool. Pourquoi aujourd'hui n'aurait-on pas le droit de s'extasier? Non, on ne s'extasie plus. Quand on est à Versailles, on est devant un beau spectacle, alors on fait une photo et on la transmet sur les réseaux sociaux. Ce serait tellement plus beau de s'asseoir sur un banc et de dire à l'inconnu à côté de soi « qu'est-ce que c'est beau », ça aurait quand même du panache. Quand j'ai passé le concours de l'école de l'air, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air, donc j'avais fait maths sup, maths spé,
Et en fait, ils ont ouvert l'aviation de chasse aux femmes qu'en 1996. Moi, j'ai passé le concours en 97. Et du coup, ils avaient mis des quotas. Alors, ce pas les quotas d'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils avaient dit il n'y a qu'une place pour les filles. Je pense qu'ils avaient peur de se faire envahir par les filles, ce qui n'était vraiment pas le cas. Et du coup, ben, voilà, il y avait une de mes amies qui était major du concours. Donc, elle a eu cette place. Et nous, on était 2 filles un peu moins bien classées, mais devant plein de garçons qui étaient, eux, élèves pilotes. Et nous, on ne l'était pas parce qu'on était des filles. Donc, alors, tu vois, c'est administratif, j'ai envie de dire, parce que finalement, l'année suivante, ça a été aboli, parce que quand j'en ai parlé à mes chefs, j'ai même hésité à partir de l'armée, parce que je trouvais ça tellement pas normal, injuste. Et puis finalement, ils m'ont dit, mais non, mais c'est pas normal, donc ça va être aboli, vous pourrez faire un changement de corps, et c'est ce qu'on a fait. Et on a pu passer dans le corps des pilotes. Mais tu vois, si ce n'est ces trucs administratifs de temps en temps, de façon générale, l'intégration pour une femme se fait plutôt bien. Après, je parle que de mon expérience, je suppose, et je sais qu'il y a des expériences qui sont moins sympas, il y en a qui sont tout aussi sympas. Je crois que les arbres nous apprennent tout. Tout à condition de savoir les écouter. Un arbre, il a des messages, il vous transmet une philosophie. Je vais vous donner un exemple tout bête. En automne, l'arbre sous nos climats se place en dormance. Et pour ce faire, il se débarrasse de ses feuilles. Qu'importe s'il est stressé ou pas, qu'importe les événements environnementaux, en automne, il perd ses feuilles. L'être humain trouverait toujours le moyen de dire un peu plus tard, attendons un petit peu ou non, 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 non. L'arbre, depuis la nuit des temps, perd ses feuilles à l'automne et les reconstruit au printemps. J'aime cette sagesse, j'aime cette manière qu'il a de purifier l'air, de retenir la terre, d'accueillir, d'héberger des petits oiseaux, des mammifères, des insectes, de fleurir, de nous offrir la vie, de sentir bon. J'aime également cette idée que l'arbre est capable de produire sa propre énergie, mieux de recycler ses propres déchets. Donc l'arbre m'apprend beaucoup, c'est une grande leçon de philosophie. J'observe d'ailleurs que si l'arbre m'apprend beaucoup, il a toujours appris aux hommes. Dans les religions, il y a l'arbre, l'arbre du péché, l'arbre du paradis. Je crois même que dans la religion shintoïste, je crois, il y a l'arbre central. C'est un arbre qui ne porte pas, qui ne fait pas d'ombre, parce que l'arbre de la vérité ne produit pas d'ombre. J'adore cette image. Ouais, c'est un métier qui est quand même hyper sélectif. Et du coup, que tu sois un homme ou une femme, tu dois vraiment montrer ce que tu as dans le ventre tous les jours à chaque vol. Tous les vols sont notés, sont évalués, et puis tout le temps, il faut toujours plus, les objectifs sont toujours plus importants. Et du coup, dans tous les cas, tu seras mise à l'épreuve. Donc, je me dis qu'à ce moment-là, cette différence, elle s'efface pas mal et que, après, voilà, il faut montrer de quoi tu es capable. Et c'est vraiment une question de compétence et aussi de savoir-être. Une partie de l'équipe dans ma ville, Victoria, et nous avons gagné la Coupe du Monde. Et j'ai une partie importante dans la sculpture. J'ai fait le visage de Gulliver, donc nous avons gagné la Coupe du Monde. Nous avons commencé à gagner tout, nous avons fait ensemble. C'est une équipe très très forte. Et donc c'est pas juste moi, j'ai un peu de personnes qui aident dans le niveau de design artistique, mais c'est beaucoup de personnes. Il est une partie importante d'une équipe. Sans chaque personne, ça ne marche pas. Donc c'est une équipe. Et quand je vois dans les yeux des gens qui discutent avec moi quelque chose qui ressemble au bonheur, et là je suis payé, je suis heureux. Je me dis ça y est, j'ai réussi. Je leur ai donné ce que je voulais leur donner. C'est-à-dire cette appréhension d'abord, cette angoisse, et puis cette peur, et enfin ce bonheur après. Quand on revient, que tout s'est bien passé, bon, c'est un grand bonheur. Au départ, j'ai plutôt un manque de confiance en moi. J'aime pas trop afficher mes ambitions de peur de me décevoir moi-même ou de décevoir mon entourage. Donc, quand j'ai un objectif, généralement, je me donne les moyens d'y arriver. Mais voilà, c'est pas coûte que coûte, c'est pas en écrasant les autres, etc. C'est vraiment, voilà, en mon fort intérieur, j'aime bien me mettre des objectifs, j'ai toujours envie d'évoluer. Je suis allé faire une conférence sur Versailles, la grande et la petite histoire. Et c'était la première période consacrée à Louis XIV. Et à la fin de la conférence, les gens viennent me voir pour me dire qu'ils sont contents de m'avoir écouté, pour me faire signer un ouvrage. Et je vois une femme qui vient me voir et qui me demande si je me souviens d'elle. Je la regarde, je lui dis pas vraiment, et elle me donne un prénom. Et je ne me rappelle pas, mais pour ne pas la vexer, je dis oui, mais bien sûr, comment vas-tu, vu qu'elle me tutoyait. Et puis, je vois qu'elle s'est rendue compte que je ne l'ai pas reconnue, et elle me donne une précision. C'est la femme qui, pour la première fois dans ma vie, m'a donné la main.
C'est-à-dire que j'ai revu à cette occasion mon flirt. C'était un flirt vieux de 44 ans. Je n'avais jamais revu cette personne. Mon premier amour, en quelque sorte, était là devant moi. Je ne l'avais pas vu depuis 44 ans. Vous imaginez un peu l'émotion. Eh bien, c'est ça la vie. De temps en temps, être capable de vivre et de se souvenir. Je crois qu'on ne peut pas vivre toujours vers le futur sans parfois se retourner sur le passé. Il ne faut pas toujours tenir compte du passé, mais il faut s'en souvenir. Les arbres, eux aussi, s'en souviennent. Et chaque fois, je dois dire que quand je reviens, je me dis, bon, là j'étais un peu trop loin, la prochaine fois, non, je refais plus ça, c'est la dernière fois. Parce que là, j'ai eu de la chance, mais c'est fini. Et puis c'est comme l'ivrogne, hein. Quand on revient, quelques mois après, on a envie de se rapprocher. On dit, ouais, mais bon, je vais me rapprocher, mais je vais faire gaffe quand même, je vais faire gaffe. Et puis ça y est, on se laisse prendre dans le jeu, on avance, on recule, on joue avec le volcan et ça y est, c'est reparti. Ce qui est important, c'est que faut savoir que la vie, elle est trop courte, donc il faut la vivre à pleines dents. Et clairement, il ne faut pas s'auto-limiter, se mettre des freins, s'auto-censurer. Moi, ça m'est arrivé dans ma jeunesse. Et après, j'ai découvert que non, il fallait y aller. Et les rêves, c'est ce qui fait... c'est ce qui nous guide dans la vie, finalement. C'est ce qui nous fait avancer. Donc, il ne faut pas les lâcher. Et surtout, faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Pas avoir de regrets, surtout. Dans notre équipe, j'ai les personnes qui travaillent dans de grands magasins comme Galeries Lafayette ou quelque chose, qui est un vendeur, qui a une passion avec les arbres. J'ai dit, OK, commence avec le pelle, après une autre chose. Donc, oui, c'est possible. Si tu as un désir, un rêve de faire quelque chose, tu trouves un chemin. Et votre chemin, c'est différent de mon chemin. C'est votre route, hein. Je trouve que c'est important dans la vie, en fait, d'avoir des gens au contact de qui on s'améliore et qui nous donnent envie de faire encore mieux. Quand on parle de rêve, moi, je me rappelle avoir écrit un édito il y a quelques années sur ma brochure. Et j'avais commencé cet édito en disant un rêve qui ne se réalise pas, c'est un rêve qui n'a pas été assez rêvé. J'aimerais dire aux gens, extasiez-vous. Je trouve incroyable qu'aujourd'hui, les gens n'osent plus exprimer leur joie à voir, certains spectacles. Redevenez naïfs, prenez le temps de contempler. Mais si je devais donner simplement 2 conseils de vie, je dirais, dans un premier temps, soyez heureux. Il y en a marre de cette période de grincheur où les gens passent leur temps à pleurer sur tout. Il y a des raisons parfois d'être en colère, il y a des raisons de se lamenter, mais de temps en temps, il faut profiter de la vie, mais ne pas la gâcher. Donc déjà, profitez de la vie au jour le jour, et ne vous dites pas que vous vivez la dernière journée. Non. Dites-vous qu'il y a encore quelques jours à vivre, donc ne gaspillez pas toute votre énergie, gardez-en toujours pour le lendemain, peut-être pour le surlendemain, mais ne soyez pas trop économe. Et puis, un autre conseil, de ne pas écouter les conseils. Parce que si vous saviez le nombre de conseils que l'on m'a prodigués depuis que je suis ici et que j'ai bien fait de ne pas suivre, donc n'en faites qu'à votre tête, écoutez les anciens, écoutez la sagesse et laissez-vous dicter par le cœur. Le cœur est le meilleur des conseillers. J'étais quelqu'un de très maladroit, je suis toujours, pour autre chose, mais très réservé, très timide. Pareil, hein, je le suis toujours, hein. Mais ça m'a donné envie d'aller, pas de me dire, tiens, aie confiance en toi et fais les choses, mais même quand tu n'as pas confiance, tu fais les choses. J'ai toujours été gamin passionné par les trains. Puis depuis l'âge de 3 ans, je dessinais des trains, je les mettais même en perspective parce que les gens m'avaient dit « Mais pourquoi tu fais des petits wagons plus loin ?» Ben, c'est parce qu'ils sont loin. S'ils étaient près, ils seraient gros. Je suis artiste plasticienne, performeuse. Je viens d'Afghanistan. Comme je suis plasticienne, je fais des dessins, des vidéos, des photographies et tout. Et aussi également, autant qu'une performeuse, je fais performance. J'utilise mon corps dans mon travail. Je suis le plus bel homme de Paris, sans prétention aucune. Je vis dans les couleurs, on m'appelle l'homme caméléon. Je suis ce qu'on appelle le plus beau cadeau que la sape ait créé sur Terre. Je suis un grimpeur qui grimpe d'abord sans équipement, sans sécurité.
Les gens m'ont découvert parce que je grimpais des gratte-ciels. Mais bon, il y a deux Alain Robert. Il y a Alain Robert qui a grimpé en falaise pendant 20 ans, qui a fait des solos extraordinaires jusqu'au niveau de 8B. Donc 8B, si par exemple on prend la cotation américaine, c'est 5,13D. Donc c'est vraiment très très dur. Et puis avec en fait ce bagage, ben, à un moment donné, je suis passé à autre chose. Et je suis passé à l'escalade des gratte-ciels. Pareil, à la même façon, c'est-à-dire pas de sécurité, mais aussi pas d'autorisation. Donc ça voulait dire, tu grimpes, tu te fais arrêter, tu vas en prison, tu as des procès, tu as des amendes, tu as pas mal de merde, quoi. Justement, j'avais eu l'occasion de discuter avec des gens de la SNCF, une curiosité de demander aux voyageurs qu'est-ce qui a dessiné le TGV. Personne n'en sait rien, et c'est normal. Mais le Concorde, les gens qui l'ont dessiné, on ne sait pas qui c'est non plus. Ou le Normandie non plus, on n'en sait rien. Et les grandes œuvres, ça a été forcément souvent très anonyme, parce que c'est un travail d'équipe, mais ça reste concentré dans un univers qui ne communique pas avec les autres. Et les gens ne savent pas qui c'est qui a fait ça. Puis ils n'en ont rien à foutre en plus. Je raconte des histoires à travers mon travail personnel, par exemple l'histoire de ma mère, mes tantes, des histoires que ma mère m'a racontées. Ma mère, elle est une personne qui raconte des histoires très très bien, plutôt des histoires vraies. Et par contre, elle-même, elle ne savait pas comment écrire et lire. Elle n'était jamais à l'école. Pour elle, c'était très important de nous éduquer. Autant une maman, parce que tous les soucis que ma mère elle a eu avec nous, ses filles, c'était d'être, nous soyons vierges. Parce que l'importance du mythe d'être vierge dans la culture afghane. Sans les couleurs, pour moi, la vie n'a pas de sens. Parce que les gens, en règle générale, ils oublient, ils s'ignorent, vestimentairement parlant, en vous donnant des réponses à 2 balles du style je m'habille en noir, en bleu marine, parce que je suis discret, je ne veux pas être vu. Alors, en ce moment-là, l'intelligent que je suis, sur mon regard, je dis, dans ce cas-là, on ne naît pas. On ne vient pas sur Terre et revendiquer certains anonymat vestimentaire. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Disons que je ressens les choses pas comme tous les autres. Moi, ce que j'appellerais, c'est l'alignement du mauvais goût des gens. Il y a un truc qui sort, ça plaît, ça, tout le monde se précipite là-dessus. Moi, il faut savoir distinguer ça. La chose qui vous plaît, je sais pas, qui vous touche le cœur. Une belle chose, ça vous fait plaisir à l'âme, à l'œil. Vous avez un moment de jouissance, si je peux appeler ça comme ça, parce que le mot n'est pas forcément bien placé. Faire des trucs qui sont un petit peu en contradiction avec le système, ça me plaît beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, le système, c'est quoi? On te vend de la sécurité, on te vend des assurances-vie, on te vend que tu es immortel, et en fait, on te vend de la merde. En fait, on te vend du vent et il faut que tu payes, voilà. Donc c'est ça l'histoire, hein. Nous sommes à Paris, l'une des plus grandes places de la mode au monde. Et les gens, tu les vois, c'est une armée des corbillards. Ce que moi j'appelle la sape corbillard. Tu n'intéresses personne, parce que toi-même, tu ne t'intéresses pas. Et vous avez des migraines, tu vois, vous consommez le Doliprane, tout ça, mais ce n'est pas possible. L'uniformisation, ce n'est pas possible. La standardisation des idées. Tout le monde veut être pareil, tout le monde... Non, nous ne sommes pas pareils. Mais pourtant, nous devons être ensemble. Mais nous ne sommes pas pareils. Moi, je viens du Congo-Brazzaville. Le berceau de la sape, soit dit en passant. Il y a une autre chose qui existe qui existe forcément autour de cette valeur de ça, c'est le danger d'être violé, le danger de culture de violence sexuelle que nous avons, et à plein d'autres pays aussi, j'imagine, pas qu'au Afghanistan. Donc, la vie d'une fille et la vie d'un garçon, c'est pas du tout pareil. Au tout début, on a cette responsabilité de grandir tout le droit que nous n'avons pas, nous n'avons pas dans la culture extrêmement patriarcale. Et il y a des fois où
Ah, ça fait plutôt mal et puis on n'y arrive pas. Mais il ne faut pas lâcher, jamais. Jamais. Moi, j'ai le principe, ne lâcher jamais. Que ce soit pour du travail ou pour la santé ou pour autre chose. Moi, j'ai vécu des trucs épouvantables, mais je n'ai jamais lâché, jamais. Des fois, je suis plus qu'à quatre pattes, si on peut appeler ça comme ça, mais je ne lâche pas, jamais. Je peux pas, c'est pas possible. Et quelqu'un qui me confie un travail, qui me fait une confiance, ben je ne le lâcherai pas. Même si on doit en baver de toutes les couleurs, si on peut appeler ça comme ça, je ne lâcherai pas. Je lâche jamais, la main, le poing comme ça. Moi, personnellement, je m'éclate, je m'épanouis, justement parce que ben, quand je grimpe, je peux mourir à n'importe quel moment et c'est ça qui rend ma vie riche. C'est de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes. C'est ben, tu te bats pour rester en vie et puis ben, si tu fais le con, ben, t'es mort. L'argent, moi, j'en ai rien à foutre. Parce qu'avec l'argent, on fait tout ce qu'on veut, mais avec la passion, on fait pas n'importe quoi. Dans les cultures extrêmement patriarcales, comme notre culture, c'est la violence contre les femmes. Ça existe si normal dans la situation que c'est partie de la culture, c'est la culture. Du coup, c'est de questionner ça, tout est dans l'étape de questionner, d'être en colère, et après le questionner, après arriver à faire les choses, se rébeller ou faire les choses au contraire. Et après ça c'est le moment qui le battre. Le bataille se commence. Oui, monsieur, je m'aime beaucoup. Oui, c'est comme ça. Je suis un bel homme, bon, excusez-moi du peu. Je me considère en tant que tel. Mais c'est comme ça. Vous savez, quelquefois, nous, surtout nous autres Africains, on a peur de la mort. Mais c'est pas moi qui décide le jour que je vais partir. Et d'abord, soit dit en passant, Bachelor ne meurt pas. C'est pas possible. Une perte pour l'humanité. Un Bachelor ne meurt pas. Alors, celui qui doit décider que Bachelor doit mourir, une incongruité. C'est pas possible. Tu sais, ma plus grande peur, en fait, elle est pas très compliquée, c'est de pas vivre, hein, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui me convient moyennement. Et moi, aujourd'hui, ma plus grande peur, c'est de m'emmerder dans la vie, c'est de me dire, à l'aube de ma mort, que j'ai rien fait. Et c'est ça ma plus grande peur. C'est pas de mourir. Les gens, ils ont peur de mourir. Moi, je m'en fous. J'ai peur de mourir, oui, ça, c'est certain. J'ai pas envie de mourir. Mais avant ça, j'ai surtout peur de pas avoir réalisé mes rêves. C'est-à-dire, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qu'ils ont envie de faire, mais ils les font pas. Ils les font pas parce qu'ils ont peur. Et moi, je m'en fous. J'ai envie de les faire, donc je les fais. Et même si c'est mortel, même si je dois me péter la gueule demain, c'est pas grave. J'aurais fait. Le droit par exemple, pour moi, de ne pas me marier, c'était un grand battre. Donc, comme ça, aller à l'université et tout ça, c'est les rêves. Pas un droit, en fait, c'était un rêve. La jeunesse, c'est le seul état où je reconnais que quelqu'un doit pouvoir être lui. À 55 ans, 58 ans, 60 ans, on peut se dire à demain, on ne sait jamais. Mais quand tu es jeune, mais si tu n'oses pas, si tu ne sors pas les plus belles femmes du monde, tu n'auras rien fait. Tu n'as pas porté les plus beaux costumes, tu peux avoir tes bacs plus 1000, mais tu as la migraine partout dans ta tête parce que tu es là. Tu veux, le CAC 40, oui. Mais le CAC 40 ne t'a pas attendu. Et la notion de plaisir, elle est où? La notion de plaisir. La légèreté dans la vie. Tout n'est pas CAC 40, monsieur. De vivre sous le système patriarcal, c'est simplement d'être d'accord avec ça. Et aussi de sortir à ça. Il n'y a personne, vraiment, personne qui va nous donner notre droit. C'est nous qui doit l'apprendre. Quand tu as des idées, quand tu as des rêves, c'est que y a rien qui est perdu d'avance. Moi, regarde, j'avais des rêves quand j'avais 20 ans. Je suis tombé, j'étais complètement fracassé, et puis j'ai pas abandonné mon idée. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, t'es cassé, tu vas regrimper.
Sûrement pas comme avant, parce que c'est pas possible. Et puis, je me suis reconstruit. Et je suis devenu meilleur qu'avant. Moi, je pars du principe que c'est le meilleur qui gagne. S'il a bien réussi, ben pourquoi pas. Moi, ça m'est arrivé des copains qui ont réussi des trucs mieux que moi, mais j'étais très heureux pour eux. Mais il faut pas que ça soit toujours le même qui gagne. On aura l'impression que le jeu est triché. Ben, je sais pas, moi. Je m'excuse d'être un petit peu direct et un peu cassant, mais moi, je sais pas, moi, je suis très partageur. Si quelqu'un travaille avec moi et qu'il soit meilleur que moi, j'ai eu des copains qui étaient meilleurs que moi, eh ben, ils ont réussi à se placer dans des sociétés industrielles et j'étais très heureux pour eux. Et je n'ai pas du tout été jaloux, je n'ai pas du tout la colique parce qu'ils étaient meilleurs que moi. C'est une question d'honnêteté humaine, ça. Et on aime les gens. Quand on aime les gens, on les tolère, on les accepte comme ils sont. Moi, c'est mon principe, ça. Accepter les gens comme ils sont. De toute façon, les êtres humains, on ne les change pas. Ils sont comme ça, puis c'est tout. Et voilà. Et si vous vous adaptez pas avec eux, si vous entendez pas, ben c'est pas la peine, allez voir ailleurs. Le plus intéressant, c'est se dire, tiens, la personne, elle est habitée parce qu'elle aime, parce qu'elle fait. Et du coup, quel que soit le domaine, vous-même, vous vous intéressez. Par exemple, moi, j'étais pas fan de TGV, de train. Et quand je voyais Jacques Cooper en parler, bah, moi-même, je me suis intéressé, en fait. Mon signe astral, moi, c'est le bélier. Là, il paraît que c'est la bestiole là, qui baisse la tête avec les cornes, qui fonce et qui réfléchit après. Quand on s'est trompé de cible et qu'on a tapé dans le mauvais truc et qu'on se retrouve sur son cul. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait beaucoup d'efforts, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai pas fait seulement du vélo, j'ai fait beaucoup de sport. Lily a une pathologie complexe. L'association de pathologies qu'elle a, en fait qu'elle a une maladie rare et qu'aucun enfant dans le monde n'a cette association de pathologie. Je suis président d'honneur de la profession foraine et des circassiens en France. Je suis un forain, je suis un entrepreneur et j'habite à Paris. Je suis né à Paris, j'habite à Paris. Premièrement, je ne bois pas. Je bois un petit verre de vin de temps en temps, ça fait pas de mal. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Ça, c'est un... Hein, et toutes les espèces de drogue que tous les jeunes y prennent maintenant, il n'y a rien de plus mauvais. Moi, j'en ai jamais pris. Pourquoi je suis fier de toi? Pas uniquement parce que je suis ta maman et que voilà, c'est que je vois une petite fille qui grandit bien, qui a une histoire pas facile du tout. Je veux dire, Lily, quand elle est née, elle a eu des gros problèmes de santé, dont tu te souviens. T'es née avec un cancer qu'on a découvert à l'âge de 2 ans et une anomalie de la moelle épinière. Et Lily, elle faisait tout le temps des allers-retours à l'hôpital. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et maman, elle voyait une petite fille qui était à la fois très triste, mais qui gardait toujours quand même le sourire. Claude Lelouch a dit que j'étais un fou furieux raisonnable. La meilleure image qu'on puisse trouver. Alors quand maintenant on revient en arrière, on fait un petit retour, et qu'on se dit on était complètement dingue de faire ces choses-là. Et c'est maintenant que j'ai une espèce de trouille rétrospective en me disant j'étais complètement malade, mais les autres étaient encore plus malades que moi. Pourquoi ils acceptaient cette chose-là? Quand j'étais jeune, j'aurais peut-être eu des parents qui m'auraient donné des choses, peut-être que j'aurais rien fait. J'ai commencé à vendre des frites, des saucisses, des poissons rouges, des fleurs. J'ai essayé de faire plein de choses quand j'étais jeune, puisque je n'avais pas d'argent. Il fallait essayer de s'en sortir. Et toute ma vie, ça a été un genre de combat pour quand même y arriver, mais sans trop, ça m'a pas cassé la tête, mais j'étais un bosseur par contre. Hein. J'avais pas d'heure, moi je partais pas en vacances le week-end. C'était tous les jours, 7 jours sur 7, et des fois 18 heures par jour. Non, j'étais un volontaire et je le faisais parce que j'aimais bien, tout simplement. La première hospitalisation de Lily, c'était en neurologie à l'hôpital Trousseau. Et beaucoup d'enfants n'ont pas forcément la visite de leurs parents tous les jours parce que soit ils habitent loin, soit ils ont d'autres enfants, etc. Et les infirmières, en fait, plaçaient les enfants à l'entrée des chambres pour qu'ils puissent voir les gens passer. Et Lily, elle avait donc 2 ans et se promène dans le couloir. Et là, on aperçoit une petite fille d'une dizaine d'années, en fait, qui était en fauteuil roulant et qui pouvait pas du tout bouger, à part sa tête. Et Lily me dit « Maman, cette petite fille, elle est cassée. » Et je lui dis « Bah oui, Lily », avec ces mots qui correspondaient à sa maturité, parce que c'était absolument pas péjoratif. Et elle me dit « Maman, elle est toute cassée. » Ou « Elle est cassée. » Je lui dis « Bah oui, Lily, elle est cassée. » Et Lily s'est approchée de la petite fille et lui a caressé la joue, en fait. Pendant moins de 2 minutes, elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu es belle. Et t'inquiète pas, tout va bien aller. » Et la petite fille, mais moi j'en ai la chair de poule quand je raconte ça, mais d'un seul coup,
un sourire, mais elle était heureuse, quoi. Et là où j'ai été vraiment impressionnée, je me dis, mais comment c'est possible, à l'âge de 2 ans, d'avoir déjà de l'empathie? Il faut toujours s'entraîner sans brusquer les choses. J'ai toujours resté en dessous de ma forme. J'ai jamais voulu dépasser. Ça m'a réussi. On faisait les choses de manière empirique. Empirique, ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'existait pas avant. Alors là, on se mouille. Là, on prend véritablement des risques. Mais pour sortir de cette espèce d'empirisme-là, alors là, ça veut faire qu'il faut bosser beaucoup. Alors là, si on n'est pas très courageux, c'était mon cas quand même, quand je pouvais éviter un effort, ça ne me dérangeait pas beaucoup, mais à partir du moment où on a quelque chose à donner, quelque chose, on se dit, alors on se donne des jalons pour ça. Et moi, dans les maladies que j'ai eues, les aléas de ces maladies, alors c'est quand même grâce à ça, cette espèce de gymnastique mentale, que j'ai pu m'en tirer. Si vous faites tout le temps à 100%, vous ne durez pas longtemps. Mais à 95%, vous allez durer toute votre vie. Pourquoi? Parce que vous en gardez. Voilà. C'est comme ça. Moi, je peux dire que j'ai jamais compté sur personne et ça m'a réussi. On n'a pas besoin des autres. En réalité, si on a du courage, si on a une bonne santé aussi. Bon, on peut des fois être déficient. À ce moment-là, on a besoin des autres. Mais quand on est fort, allons-y. Il faut taper dans la butte. Il y en a des choses à faire. Il faut être volontaire. Il faut aller trouver les gens. Il faut discuter. Et puis, il faut entreprendre. Il faut savoir entreprendre. Tout le monde n'a pas la nécessité, peut-être le caractère, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut rentrer dedans comme si c'était un combat. Et puis, il faut le gagner. Par exemple, ce qui s'est passé avec Alice Donna, qui a été extraordinaire, mais si Alice Donna, elle voit ce moment-là qui n'est pas coupé, pendant une semaine, j'étais scotchée dans mon lit en me disant « Waouh, il s'est passé un truc de dingue ». Parce que ce qu'elle a fait, Lily, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait dans la vie, mais Alice Donna aussi. Cette rencontre était magique. Merci Alice. Enfin, franchement, ça me colle encore la chair de poule. J'ai pas encore réussi à lui écrire directement, j'ai écrit à son gendre, mais c'était fabuleux. Fabuleux, c'est un truc qu'on ne peut pas prévoir. Lily était habitée, je sais pas si tu veux faire un petit coucou. Coucou Alice. Ah ben voilà, elle prend la parole. Et aussi, ce qu'elle m'avait dit, Alice Donna, c'est que son prénom, quand elle était petite, son surnom, c'était Lily. Ouais. C'était une rencontre de 2 Lily. Je tiens mon énergie, bien entendu, parce que j'ai de la suite dans les idées, déjà, pour commencer. Je me suis laissé jamais abattre, n'est-ce pas? Je faisais du vélo pour me tenir, mais je n'avais même pas la force de serrer les freins. Et là, quand on est comme ça, on se dit, mais oh, avec ce qu'on a pu faire avant, ce qu'on est devenu maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, un petit matin, le petit jour, et je laisse au mois de février, et je sortais de l'hôpital, et là, j'en étais à ce point à me dire, quoi faire? Alors, je sais que suicide interdit. Et donc, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Il n'y a plus rien qui peut. Et puis, marche au bord du canal, un petit bois qui était... C'était magnifique, c'était vraiment le lever du jour. C'était d'une beauté, mais alors surprenante. Alors moi, c'était pas mon genre, ma tasse de thé, que de contempler la nature, tout ça. J'étais bien sensible, mais sans plus. Et là, c'était tout d'un coup le déclic, un truc, on s'est dit, mais c'est fabuleux de voir une chose comme ça. Avant, je n'avais jamais vu ça. Et là, mon horizon était bouché maintenant. Il n'y avait plus rien. Et tout d'un coup, je trouve un plaisir. C'est pas un plaisir, c'est une espèce d'émotion charnelle, je dirais. Mais de voir cette chose, ce soleil qui grandissait, c'était quelque chose d'unique là. Et là, bim, il y a eu un déclic qui a fait, bon, maintenant, c'est fini, je ne me poserai plus cette question. Je sais qu'il y a autre chose à faire que de pleurer dans son coin, quoi. Tous les jours au matin, je fais encore de la culture physique. Parce qu'il ne faut pas laisser engourdir votre corps. Il faut toujours le mettre en mouvement. Parce que si, mettons une supposition,
Vous passez votre journée comme je suis là. Ben, vous ne durez pas longtemps. Voilà. J'écoutais l'autre fois un ancien ministre, soi-disant qu'il part à la retraite. Mais il ne part pas à la retraite, puisqu'on va lui donner encore une paye de plusieurs dizaines de milliers par an, d'euros, quand même, forcément. Et puis, il a déjà plusieurs retraites. Il était déjà Premier ministre, il a une retraite de Premier ministre, de fonctionnaire. Enfin, le gars, il a 5-6 retraites, c'est que tranquillement, il a l'air de dire qu'il s'arrête, il va toucher plus de 30 000 euros par mois. Et c'est ces gens-là qui nous expliquent à nous ou aux autres comment il faut faire pour ne pas vouloir plus de 500 euros par mois. Non, c'est une escroquerie morale que ces gens-là, ils ont. Ça m'écoeure. Ryan, donc, qui est le fils d'une amie qui s'appelle Ouda, et c'est un petit gars de 13 ans, passionné de dessin et qui dessine très très bien. Et Ryan, quand il a su pour le concert de Lily, en fait, il a voulu s'investir, faire un cadeau à Lily. Mais c'était pas par rapport à son image à lui, il voulait offrir quelque chose à Lily. Donc on a réfléchi ensemble et il voulait lui faire un dessin. Il y a la chanson la plus importante au début du concert, était la chanson de Zaz, La Fée. Et Lily a toujours voulu être une fée. Donc on a repris cette idée-là, et Ryan, en fait, a fait un dessin, il a dessiné Lily en fée, mais au lieu de lui offrir un dessin monté sur scène en faisant un truc un peu basique, en fait, pendant la chanson, il dessinait Lily, et à la fin de la chanson, Lily, avec sa baguette magique, a cliqué sur son chevalet, et il y a eu une projection sur écran géant du dessin de Lily en fée. Je me lançais des défis toujours. Hein, quand je faisais du vélo, je faisais beaucoup de vélo. Et puis, mais quand il s'agissait de serrer les freins, je n'avais plus de force dans les mains. Et alors, il y avait un passage sur le chemin du halage avec une rambarde. Et d'un côté, il y avait la rambarde, et c'était 80 cm de large, et de l'autre côté, il n'y avait rien, et c'était l'eau du canal qui se déversait dans l'eau de la rivière, qui passait à 5 ou 6 mètres plus bas. Alors là, il fallait que j'ai une certaine vitesse, et j'arrivais, et il fallait que je m'arrête là, parce qu'il y avait un petit truc pour grimper sur cette plateforme-là. Et alors là, je devais m'arrêter. Et là, je pensais plus à rien d'autre. Mon téléphone portable, pourvu que je me foute pas dans l'eau et que mon téléphone, c'était mon truc. Et j'ai été obligé de serrer les freins, mais alors au-delà de mes forces, là, vraiment, pour pouvoir. Et je sentais que j'avais des larmes énormes qui me coulaient sur la figure, qui coulaient sur mes joues, et donc pour arriver à m'arrêter là. Et j'avais un repère. Et à chaque fois, chaque jour, je gagnais 1 centimètre. Et ce repère, alors que j'avais planté, il y avait un morceau de bois, j'avais planté ce truc, hein, et tous les jours, quand je faisais ce circuit-là, je replantais mon truc à côté, mais je gagnais 2 centimètres. Et là, il fallait que j'y aille. Et à chaque fois, je reprenais ma crise de larmes qui coulait énorme. Et là, alors, évidemment, c'était pas du chagrin, mais c'était parce que je me dis, si jamais je me loupe ou tout ça, alors j'essayais, je suis foutu, puis si je dans l'eau froide quand même en hiver, là, j'étais pas bien, quoi. Mais c'est véritablement ça qui m'a donné cette possibilité-là de suivre, là, vraiment et à partir du moment où c'est une victoire sur soi-même. Et alors là, quand on arrive à gagner ça, quand on arrive à gagner quoi ? 1 centimètre. Donc tout ça, c'est ridicule dans le temps. Mais c'est quand même grâce à ça qu'on arrive à retrouver cette niaque-là qui manquait, où on n'avait plus envie. Et là, ce qui me manquait le plus, moi, c'était l'envie. L'envie. Pas envie de manger, pas envie de. Et alors là, il faut vraiment se botter le cul pour arriver à faire quelque chose. J'ai décidé de balancer des anecdotes sur un certain nombre de politiques qui, pour moi, c'est des gens, même des fois des présidents de la République, voir les conneries des fois qu'ils ont fait par rapport à nous, c'est quand même exceptionnel. La mairie de Paris qui fait semblant de se battre avec l'Élysée, qui fait semblant de ne pas être d'accord avec la Caisse des dépôts, tout ça, c'est le même monde. C'est de l'entre-soi. Ce sont des gens qui vont à l'école ensemble, qui sont dans les mêmes partis. Donc moi, je dis que c'est des bons à rien, prêts à tout. Voilà, c'est dommage parce que c'est pas ça la vie. Mais on a une vie, et puis on peut la façonner de manière positive si on le souhaite, malgré tout. Voilà. J'aime bien jouer avec ton collier. Et quand on va mieux, quand on reprend pied, quand on se retrouve la force, on a juste envie de faire pareil pour les autres. Moi, je crois au groupe. Enfin, je crois encore que vraiment, ensemble, on est plus fort.
Ce qui est assez intéressant, c'est la rencontre, c'est-à-dire leur parcours, quelles ont été l'origine de leur passion, les éléments déclencheurs, et souvent, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient aujourd'hui, quoi. Et moi, j'aime bien, c'est ça la vie, quoi, c'est les rencontres. Et que ce soit bien que ce soit des gens crédibles qui ont fait des choses, qui en parlent. Donc souvent, on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse à ce qu'ils font aujourd'hui, mais pas l'origine, en fait. Quelle est la personne qui les ont encouragés, qui les ont tendu la main. Et c'est intéressant parce que des fois, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui, quoi. Donc, rien n'est figé. Par exemple, vous voulez faire du cinéma, c'est peut-être même le vendeur de sandwich, là, qui est à côté, qui lui peut-être connaît le producteur, le réalisateur, l'acteur avec qui il parle tous les jours, avec qui pourra peut-être vous aider, quoi, vous mettre en lien même. Notre papa est atteint de la maladie de Huntington. Donc, il a été diagnostiqué en 2015, je crois. Oui, c'est ça, en 2015. Et donc, face à ça, on essaie de faire parler de la maladie, de récolter des fonds. Et pour cela, on réalise des projets sportifs. J'ai commencé quand j'étais petite, j'étais élevée à Formentera, dans une île, on est en Espagne. Et on était dans une ferme, il y avait beaucoup d'animaux. Et j'entendais, j'avais des phrases entières, j'avais des images, j'avais des sensations. Et pour moi, c'était normal. C'était complètement normal. Mon mari et moi sommes astronautes tous les deux. Nous sommes un couple d'astronautes. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et mon mari a volé en 93 et j'ai volé moi en 96 à bord de la même station, la station Mir. Et il m'avait laissé une petite lettre dans la station spatiale en 93 en partant, que j'ai trouvée en arrivant à bord en 96. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de facteurs de l'espace comme ça qui trouvent un courrier à son arrivée dans une nouvelle maison. Je suis une personne qui a eu la chance de vivre dans les souvenirs, jeune, enfant, jusqu'à l'âge de 16 ans, avec la propre fille de Gustave Eiffel, Valentine, donc mon arrière-grand-père. La maladie de Huntington, c'est une dégénérescence neurologique, incurable, héréditaire et orpheline. Donc au début, ça se caractérise par des oublis, des mouvements involontaires. Après, ça atteint la parole, la déglutition, la marche, jusqu'à la perte d'autonomie totale, quoi. Il y a 2 semaines, on a traversé la France à vélo en partant d'ici jusqu'à Cabrières-d'Avignon. J'ai gravi le Mont Blanc pour cette cause, et cette année, donc, comme le disait Théo, on a traversé la France à vélo, donc soit 1025 km au total. En une semaine. On pourrait croire que le plus dur dans ce périple, ça a été l'entraînement, la logistique, mais non, pas du tout. Ça a été de convaincre nos parents. J'ai eu la chance de vivre un moment tout à fait magique quand j'avais 12 ans, avec mes yeux de petite fille. C'était juillet 69, c'était le premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est vrai que c'était un moment fascinant, magique, où on avait l'impression tous ensemble de partager un moment absolument étonnant. Et j'avais donc un rêve d'enfant dans la tête. Et j'ai toujours dit que la réalité du vol était encore plus belle que le rêve que je pouvais avoir. La Tour Eiffel est arrivée, on peut dire, à la fin presque à la fin de sa carrière de constructeur. Et il était déjà, quand il a construit la Tour Eiffel, il a mené ça tambour battant, avec une rigueur remarquable. C'est avec une audace formidable, avec une détermination tout à fait exemplaire, avec un partage avec tous ses employés, qui étaient tous... il a organisé beaucoup de choses sur place pour que ses employés puissent travailler dans des conditions maximum, évidemment, malgré les difficultés que ça représentait. Parce qu'il y avait très peu de sécurité à l'époque. Il n'y a pas eu de mort, d'ailleurs, pendant la construction. J'allais voir le plus grand cavalier de France, Michel Robert, et je devais... on me l'a... Enfin, made to know him, on m'a fait connaissance avec lui, et j'avais été à son centre équestre, et là, il y avait un cheval qui a eu un accident. Et c'était le soir déjà, et j'étais là-bas, et je dis mais je peux pas, je suis pas concentrée, méditer, je suis pas dans la bonne situation. Il m'a dit vas-y fais-le. J'ai dit non je peux pas. Et je dis mais non il faut un dentiste équin, il faut aller à la clinique, je vais pas faire ça comme ça. Il a dit si vas-y fais-le. Et là il m'a poussé à le faire, et il m'a amené au box du cheval. Et en fait le cheval il avait la mâchoire coupée en 2,
parce qu'il s'était cogné sur une barre en fer et la mâchoire, elle était comme ça, elle était coupée en deux. Et il y avait du sang partout, enfin il y avait des morceaux de chair partout, enfin c'était horrible. Et moi j'ai dit je peux pas. Et il m'a dit fais-le parce que là on peut rien faire d'autre. On n'a pas le temps d'aller à la clinique ni rien. Et donc j'ai demandé de l'aide là-haut. Et du coup on a eu des miracles. J'ai posé les mains et j'ai su exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et j'ai dit donc je donnais des ordres aux autres. Je disais mettez-vous comme ci, faites ça, respirez comme ci, faites ça. Et en fait on a eu des gros miracles. La mâchoire s'est complètement remise au bout de... Mais ça a pris 6 heures quand même. 6 heures de travail et d'attention et tout ça. Et je savais exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on le laver, qu'est-ce qu'il fallait lui donner, et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et la mâchoire qui pendait comme ça, carrément. C'était une fracture complète. Et ça s'est remis comme ça, petit à petit. Et au bout de 6 heures, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de traces, il n'y avait plus rien. Et ensuite, le dentiste équin qui était là, sur place, j'ai même pu lui dire qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Et il a relimé les dents, il a tout remis en place. Donc on a eu le gros miracle et c'était le jour de mon anniversaire. J'ai appris il y a quelques semaines que j'étais porteuse de la maladie également. Donc j'ai l'impression d'avoir en quelque sorte un compteur sur moi. Mais je le vois pas tellement de manière négative parce que ça me booste à faire les choses encore plus vite, encore avec plus d'intensité. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut pas se fixer des limites. On pourrait se dire, d'ailleurs ce que m'a dit maman, Charline, t'es pas alpiniste, tu vois, le Mont Blanc quoi. Et je lui ai dit bah oui pourquoi pas. Et là on est parti faire la traversée de France à vélo alors que on n'avait même pas de vélo. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se fixer de limites. Et plus c'est fou et mieux c'est. Donc je travaille effectivement aujourd'hui sur un concept qu'on a appelé le village lunaire, c'est-à-dire construire des habitats sur la Lune en coopération avec toutes les nationalités, les agences, les entreprises privées, des petites start-up ou des entreprises plus importantes du domaine du spatial ou du domaine non spatial. Construire, organiser la mobilité, organiser la logistique sur la Lune, extraire des ressources pour construire, pour avoir de l'oxygène, pour avoir du carburant. Donc, et l'idée de se dire comment on le fait ensemble, au lieu de le faire chacun individuellement, avec son drapeau. Gustave Eiffel était une personne très curieuse, une personne très vive d'esprit, et très audacieux dans tout ce qu'il faisait dès son plus jeune âge. Et très intéressé par ce qui se passait dans la nature, très intéressé par les évolutions techniques. Il a été marqué par le positivisme, hérité de son oncle, l'oncle Mollerat, qui avait une usine de chimie, qui faisait le verre Mollerat, qui était une peinture reconnue pour pouvoir durer longtemps. Il était d'ailleurs prévu que Gustave Eiffel prenne la suite de cet oncle. C'est pour ça qu'il a fait des études de chimie. Il est diplômé de l'école centrale de chimie, Gustave Eiffel. Il n'était pas très bon élève au départ, il trouvait que c'était embêtant. Il s'est révélé un peu vers la seconde, si vous voulez l'équivalent de la seconde. Ensuite, il s'est intéressé beaucoup aux mathématiques, peut-être aux lettres d'ailleurs aussi, et vraisemblablement au dessin, mais quoiqu'il n'était pas très bon dessinateur. Il a été ensuite présenté Polytechnique, il a été reçu à l'école centrale après avoir été admissible à Polytechnique. Il a fait l'école centrale, il en est sorti d'ailleurs brillamment. Alors que ses études de départ étaient quand même difficiles. C'était pas un bon élève au début. Il trouvait qu'on n'apprenait rien du tout. Moi aussi, j'étais guérie miraculeusement, pas mal de fois. Donc d'abord, j'étais guérie à Madrid, il y a beaucoup d'années en arrière, et quand mes enfants sont nés. Et en fait, j'étais en train de mourir, et je savais que j'étais en train de mourir. C'est après la naissance, 6 mois après la naissance, et je pesais 43 kilos, enfin j'étais très très mal et on ne savait pas très bien ce que j'avais. Et là j'étais guérie, il y avait un congrès international de chamans, c'était le premier congrès international à Madrid, et ils ont appelé des chamans du monde entier. Et là cette fois-là il y avait un kabbaliste qui était là, et il y a eu une guérison miraculeuse à travers lui, pour moi. Donc le lendemain j'ai réussi à me relever, me remettre sur pied, enfin, il a prié. Donc ça, c'était mon premier miracle. Et après, j'ai eu un deuxième miracle au Mexique, où je ne pouvais pas danser, j'avais les genoux complètement détraqués. Et c'est un peu comme, je ne sais pas si on peut dire des chamans, ou je ne sais pas exactement le mot qu'il faudrait utiliser.
Et j'ai eu des opérations, je le raconte dans mon premier livre, des opérations, si on peut dire des opérations psychiques ou spirituelles, je ne sais pas comment on peut dire non, mais voilà, j'ai réussi à redanser. Une semaine plus tard, j'avais mes chaussures de danse et un mois plus tard, j'étais sur scène. Il y a des Américains, il y a des Russes, il y a des Européens de toutes nationalités, des Coréens, des Japonais, des Canadiens, enfin beaucoup de nationalités ont volé dans la station. Et cette diversité, elle nous enrichit tous. Je crois qu'on se sent tous plus forts d'avoir vécu cette diversité. Et c'est sûrement un message qu'on ramène aussi au sol, de se dire la différence donne de la richesse. La différence n'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté pour faire en sorte que tout le monde soit pareil. Donc notre humanité, elle est riche de sa diversité. Et on est plus intelligents tous ensemble. Donc après cette fameuse journée 5 où moi j'ai souffert, parce que c'était près de Lyon, donc ça faisait que monter et descendre. On est arrivé dans un camping au col de la Luère, je crois. Et on a été accueillis par Pérouse, donc 81 ans, gérante d'un camping de 5 hectares, je sais plus. Avec un enfant agonisant, une fille qui allait perdre un bras, enfin toute sa famille se délite autour d'elle. Et on est arrivé, elle nous a dit si vous voulez rester un jour, vous restez là, une semaine, vous restez là, si vous êtes 10, vous restez là. Et elle nous a offert le petit déjeuner. Et à chaque fois qu'on lui parlait, elle se mettait à pleurer. Enfin, vraiment, ça serait l'anecdote de cette. Enfin, plus que l'anecdote de cette. De ce périple. On s'est rendu compte qu'on pouvait autant toucher. Et on a nous-mêmes été touchés par son histoire, tout ce qu'elle a enduré. Et c'est beau de voir que la solidarité on peut compter sur la solidarité des gens. Alors écoutez, très franchement, je peux vous raconter le déclic. Le déclic pour moi, ça a été en 1989, à l'occasion du centenaire de la Tour Eiffel. J'ai été invité là en tant que service traiteur par un de mes amis qui s'occupait du service traiteur de la ville de Paris. J'arrive à la Tour Eiffel, je regarde sur le pont d'Iéna, je vois que la mairie de Paris a oublié d'inviter ma famille. Je vois personne, j'avais des grands-mères ou qui auraient pu être présentes. Eh bien, je trouve que je suis le seul représentant de la famille Eiffel, le seul descendant. Être sur place, c'était quand même le centenaire de la Révolution française, le bicentenaire de la Révolution française, pardon, le centenaire de la Tour Eiffel. Et donc, ce centenaire s'est trouvé quand même, il s'est trouvé qu'il n'y avait personne. Je m'en suis inquiété un petit peu, enfin, en amusant, vis-à-vis de l'attaché de presse qui, aussitôt, m'a transformé mon badge traiteur en mon badge envoyé spécial numéro 02. Et je me suis retrouvé sur le pont d'Iéna, à la place des personnalités, alors que tout le monde était déjà assis, à être présenté à monsieur Reagan, à madame Reagan, qui était un des hommes les plus puissants du monde, à Jacques Chirac, qui était à l'époque maire de Paris. Bon, pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que nous, on est liés aux animaux, on est liés à la nature, on est liés aux plantes, à la planète. Et il n'y a pas de séparation, on est tout une chose. Et justement, le problème, c'est que nous les humains, on sépare tout. Et on place les humains au-dessus de tout le reste, alors que tout est lié, tout est interconnecté. Et c'est le fait qu'on place les humains au-dessus du reste et que tout doit aller au service des humains, qu'on se retrouve maintenant avec une planète en grande difficulté et avec des animaux en voie d'extinction. Et puis le message essentiel, je dirais, on revient tous, parce qu'on a retrouvé nos yeux d'enfant quand on est dans cette condition de microgravité dans la station, c'est de dire gardons notre capacité à nous émerveiller, soyons curieux, posons des questions, remettons en question des certitudes, trouvons des solutions nouvelles, sortons de la boîte. Au final, la traversée, ça a été 1025 km parcourus. On a longé 2 fleuves, la Loire et le Rhône. On a eu 10 crevaisons au total. Et moi, 0. En fait, l'avantage de ne pas pratiquer le sport vers lequel on se dirige, donc l'alpinisme ou le cyclisme, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc je pense que c'est un avantage. Donc, si on m'avait dit avant le Mont Blanc que j'allais souffrir comme ça, je pense que j'y serais pas allée. Des fois, vaut mieux ne pas savoir à quoi s'en tenir et ce qui nous attend. On était encore en train de s'entraîner, donc c'était une des premières fois qu'on s'entraînait avec Théo. Et on avait fait, je sais plus, 30 km. Et Théo m'avait dit « Charline, j'y arriverai pas. » Et je lui avais dit « Tu dis surtout pas ça à maman parce que là, elle va pas te laisser partir. » Et au final, t'as réussi.
Je pense que les gens sont plus ouverts, sont plus réceptifs. Sur les 20 ans que ça fait que je parle de la communication, il y a beaucoup plus d'ouverture. D'abord, les gens sont plus conscients que les animaux ont des pensées et des émotions. Les gens sont beaucoup plus conscients de tout en général, de la souffrance animale, de ce qui se passe pour notre planète, de notre lien avec la nature, de ce qui se passe au niveau politique. Les gens sont quand même beaucoup plus conscients, beaucoup plus. C'est là où on voit aussi les hommes, c'est quand on a des difficultés, il faut garder ses bases en toutes circonstances. On reste toujours comme on est. On n'a pas le droit de changer, même qu'on soit le plus bas possible. Il faut rester comme on est et essayer de garder ses acquis et d'en faire profiter, d'en faire partager, d'en faire profiter les autres. Et Gustave Eiffel a très bien compris ça. Il a toujours partagé son travail, il a toujours partagé ses valeurs et il a toujours partagé ses connaissances. Dès son âge de 26 ans, il invente la standardisation des pièces, il invente une machine à vapeur qui permet le forage des piles en milieu inondé, il invente beaucoup de procédés qui permettent à son entreprise, qui montera 10 ans plus tard, d'être moins cher, d'être plus rapide et plus innovante, et en même temps d'être solide, parce que ça tient toujours ce qu'il a fait, jusqu'à son œuvre finale, on peut dire, le résultat de tout ce qu'il a pu faire, qui est la Tour Eiffel. Ce que j'entends beaucoup aujourd'hui sont des témoignages de mères et de jeunes femmes qui me disent que ça a été important pour elles d'avoir une femme visible dans un métier qui était effectivement un métier plutôt masculin. Ça leur a donné confiance, ça leur a donné peut-être un petit peu d'audace pour tenter ce qu'elles avaient peut-être peur d'entreprendre. Donc ça, c'est bien. Ce qu'on appelle être un rôle modèle. Voilà. Modèle inspirant. Donc j'essaie de l'être, même si je dis souvent que un modèle, c'est pas fait pour être reproduit, c'est simplement fait pour inspirer. Parce qu'après, on va pas reproduire le parcours des autres. Il faut chacun se créer son propre parcours. Donc je pense que si je peux transmettre quelque chose, c'est faire ce dont on croit profondément, mais pas faire quelque chose parce qu'on pense juste c'est bien de le faire et ça serait bien et je veux être pareil que l'autre ou j'ai plus envie de faire ce travail-là, je veux faire un autre. Non, pas comme ça. Il faut vraiment que ce soit un vrai appel du cœur, une vraie énergie qui porte, parce que sinon ça marche pas. Mais quand on a vraiment cette passion et qu'on a un vrai appel du cœur, il faut le faire. Il faut y croire. Même si on est rejeté 30 000 fois. Il faut le faire. J'aime bien quand les gens se fédèrent, échangent. Et donc c'est pour ça que j'ai organisé 2 soirées déjà. Donc la première soirée, c'était exceptionnel déjà, chez une dame qui s'appelle Cécile Gordon. On était quoi, 10. Et ce qui était assez hallucinant, c'était que chaque personne racontait son histoire et il y avait un calme absolu, tu vois. C'est que tout le monde s'écoutait. Tout le monde admirait le parcours de l'un et de l'autre. Et là, je me suis dit, mais là, tu es en train de faire un truc que ça n'a pas été fait, quoi. Je suis une dame bien élevée, d'un milieu bourgeois parisien, bourgeoisement fauché, qui est partie pour une vie très comme il faut, et qui, en 1972, a flanqué sa vie en l'air parce que c'était plus possible. J'ai tout fait. Et je suis partie sur une moto. Je m'appelle Tom Ibarra, j'ai 19 ans et je suis musicien et plus précisément guitariste et compositeur. Mon métier, c'est à la fois l'astronomie, la vulgarisation scientifique et puis aussi le combat écologique pour maintenir la planète dans un état habitable. Je suis partie avec un rallye qui allait de Paris à Ispahan à moto. J'étais la seule femme à conduire. Donc tout le monde a parié que j'allais me casser la gueule à 500 km. Et ils ont perdu parce que je suis tombée à 750 km dans le Mont-Cenis. Ce qui me plaît dans la musique, c'est beaucoup de choses. C'est déjà la notion de partage. Et alors moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis tombé dedans grâce à mon grand-père, en fait, qui était musicien et qui l'est toujours d'ailleurs, qui est guitariste. Et un jour, je l'ai vu jouer de la guitare et voilà, ça m'a plu. Et donc après, je sais pas si ça s'explique vraiment ou pas, mais en tout cas, j'ai des petits atomes crochus, en tout cas avec la musique. Peut-être une des découvertes les plus importantes de l'astronomie de ce siècle, c'est que ces étoiles qu'on savait très loin, très distantes, et qu'on aurait pu penser qu'elles n'avaient aucun rapport avec nous, eh bien, on découvre que non seulement nous sommes faits de la même matière qu'elles, c'est-à-dire des atomes,
carbone, de l'azote, de l'oxygène, mais que ce sont elles, c'est elles qui ont fabriqué ces atomes. Ces atomes n'existaient pas au début de l'univers, et c'est grâce à l'activité des étoiles. Les étoiles sont très chaudes, au centre de l'étoile, il y a des réactions nucléaires qui combinent des atomes et qui font de nouveaux atomes. Et on sait maintenant que presque tous les atomes dont nous sommes composés viennent de différents types d'étoiles. Donc ça crée un lien entre nous et les étoiles. Les étoiles sont nos grands-mères, pourrait-on dire d'une certaine façon. Et puis l'année suivante, j'ai fait un tour du monde toute seule sur une toute petite moto, parce que celle que j'avais au premier voyage était tellement lourde que quand elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber, et quand elle était par terre, je ne pouvais pas la relever. Alors je suis partie avec une très petite moto à travers le Canada, l'Alaska, le Japon, et puis je suis revenue par l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, toute seule. Parce que au fond, ce premier voyage m'avait appris que je suis faite pour voyager seule, et que petite moto, voilà. Et à partir de là, jusqu'en 1981, j'ai voyagé, j'ai écrit, je me suis régalée. Je suis allée voir le monde, il était ouvert, il était joyeux. Quand une fille toute seule arrive n'importe où, loin, tout le monde vient voir, c'est la télé en couleur. C'était fabuleux. Une grand-mère à moi, qui était une grande conteuse, qui racontait beaucoup d'histoires aux enfants, c'était au Canada, ça. Elle rassemblait les enfants du village, ou plutôt les enfants du village venaient, elle racontait les contes de Perrault, les contes de La Fontaine, tout ça. Et moi, j'aimais beaucoup ça, et je sentais que j'aimerais faire ça aussi. Donc, ça m'a donné le goût d'utiliser mon métier, parce que les étoiles, ça intéresse tout le monde. C'est plus facile d'intéresser des gens en leur parlant des étoiles que en leur parlant de la tuyauterie, par exemple. J'ai eu la chance de rencontrer Didier Lockwood, qui m'a ensuite fait rentrer dans son école après avoir passé mon bac. Ça a été une expérience énorme et qui m'a énormément apporté en tant que musicien. Il y a Marcus Miller, évidemment, que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu jouer à plusieurs reprises. Ça, c'était assez incroyable d'avoir une légende comme ça de la musique en face de soi et avec qui on peut partager des moments, et quelqu'un de très simple aussi. Imaginez que j'arrive toute seule en Afghanistan dans un petit patelin, où les femmes sont voilées de tout temps, où quand on emmène les troupeaux dans la montagne, on a un fusil parce qu'il y a des loups, où il n'y a pas de maison sans fenêtres à l'extérieur, avec des fenêtres à l'extérieur, parce que la nuit, il peut y avoir des bandits. Donc, c'est des pays qui sont parfois rudes, et tout le monde vient voir en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Une nana toute seule, et en plus sur une moto. Ils étaient morts de rire. Et on se regardait, et vous savez, il y a une photo, moi, qui m'a toujours fascinée, il y a un tout petit enfant qui tend le doigt vers le museau d'un lapin. Ben, c'était ça. Je ne sais pas qui était le lapin et qui était l'enfant, mais on était là, on se disait « mais oh, c'est quoi ça ?» Et puis on commence à échanger ce qu'on peut par des gestes, par des regards, et puis on découvre qu'on est entre humains. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et en réalité, on ne peut pas échanger par la culture, elles sont trop différentes. On ne peut pas échanger par les mots parce qu'on ne parle pas forcément la langue de l'autre. On échange par quelque chose d'immensément profond, et c'est les racines. Et c'est ce que j'ai découvert en voyageant, c'est que nous sommes effectivement parfaitement différents. Je ne pourrais sans doute pas vivre avec eux, qu'ils ne pourraient pas vivre avec moi, mais qu'il y a cette appartenance. C'est un milieu où il faut se méfier, mais je pense que c'est un petit peu dans tous les milieux pareil, mais dans la musique, il y a vraiment beaucoup de coups bas, et c'est un milieu où il faut beaucoup se méfier de qui tu t'entoures et de ce que te veulent les gens, puisque voilà, il y a des gens qui peuvent pas forcément te vouloir du bien et te voir comme un produit, et voilà, te pousser dans beaucoup de choses. Et c'est le cas, voilà, de beaucoup d'artistes, notamment plutôt dans la musique populaire, des musiciens très jeunes qui sont poussés devant et à fond. Et en fait, ça ne leur sert pas. Ils n'ont pas une vie normale, et c'est souvent la faute des producteurs ou ce genre de personnes, et parfois des familles aussi qui font pas attention à leurs enfants et qui se disent voilà, c'est un petit génie, etc. Et en fait, nous sommes dans une espèce de lutte, en fait, entre deux forces opposées et qui croissent en puissance toutes les deux.
la détérioration d'une part, le réchauffement climatique, l'émission de gaz carbonique, la pollution, le plastique, tout ça c'est en croissance, mais en même temps il y a une force de restauration, force de prise de conscience de ce qui se passe, de mouvements qui se font un peu partout, pas généralement du côté des États qui sont les plus lents à réagir, mais du côté des villes par exemple. Beaucoup de villes un peu partout dans le monde ont réagi et ont des initiatives pour essayer de garder la vie vivable. Donc je pense que nous sommes devant un grand combat entre deux forces qui prennent de la puissance et personne ne sait qui va gagner. Personne ne peut prévoir à l'avance qui va gagner. Il faut tout faire comme si on allait gagner, mais on ne le sait pas vraiment. Ce que j'aimerais apporter au public, avant tout, c'est tout simplement du plaisir, puisque c'est pour ça que la musique, c'est un divertissement. Voilà, ça n'a d'autre but qu'apporter du bonheur, voilà, dans la vie de tous, y compris dans la mienne. Mon père disait toujours, c'est quand ça va mal qu'on montre ce qu'on vaut. Quand ça va bien, on peut être bien. Mais quand ça va mal, quand on a des difficultés, quand on est déprimé, c'est à ce moment-là, c'est quand on est en mesure de prendre sur soi et de montrer les forces cachées que nous avons. Ça, c'est une chose qu'il répétait souvent et qu'il me disait souvent. Une autre de ses phrases favorites, c'est « prends le taureau par les cornes ». Si tu as des difficultés, fonce pour les résoudre. Ne te laisse pas écraser. Je n'ai pas de message. Moi, j'ai fait mon chemin pour moi. Et j'ai réussi à être heureuse parce que je suis dans une partie du monde où je mange 3 fois par jour, où je suis protégée par tout. Je veux dire, vous qui travaillez, vous m'offrez mes cancers et ma polyarthrite. Je suis fabuleusement protégée. Je n'ai pas de message. Si on est dans une société qui nous permet d'y aller, si on est fait pour ça, on y va. Il y a des sociétés où ce n'est pas possible. Mais peut-être aussi que les humains de ces sociétés ne demandent pas ce que moi j'ai demandé à la mienne. Donc, je n'ai pas de message, mais j'ai appris dans mes voyages que la différence, il ne faut pas la juger, il faut la respecter. J'ai vécu vraiment des aventures incroyables. Par exemple, je pense à Michel Anglade, pilote d'hélicoptère, qui a piloté tous les engins volants depuis plus de 30 ans, qui m'emmène sur son hélicoptère. Enfin, c'est un truc de dingue. Et qui m'a... Comment dire ? Qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et à la fin de l'interview, il me donne un billet de 50. Et il me dit, voilà, Steven, c'est pour t'encourager aussi. Donc, encore une fois, une personne généreuse. Et la deuxième fois, on s'est revus avec Clément Leroy. Donc Clément Leroy, c'est aussi une personne que j'ai interviewée, qui est champion du monde de vélo en équilibre. Et on était tous les trois en hélico. Et il laisse Clément piloter l'engin, quoi. Alors que Clément n'a jamais piloté un hélicoptère. Et en fait, le vrai message de Michel Anglade, c'est ça qui est beau, c'est il a tellement confiance, il a tellement d'amour envers vous qu'il vous laisse lui-même, limite, il met sa vie en jeu, quoi. Tellement il est en confiance. Et en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. C'est vraiment la confiance de l'autre. Je m'appelle Alain Duverne. Et quoi, je suis connu pour avoir fait les Guignols de Canal+. Moi, j'aime bien me définir en tant que noonaute. Noonaute, un explorateur de la noosphère. Je pense d'ailleurs que tous les artistes sont des explorateurs, les auteurs, des explorateurs des sphères de l'information. Jacques Séguéla, fils de pub. Mais je suis fils de Sud avant d'être fils de pub. Il y a 3 types d'hommes, là. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Mais moi, je fais partie de ceux qui vont sur la mer. J'utiliserai l'aphorisme de Marshall McLuhan, qui est le message, c'est le médium. Et en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui transforme les gens et le monde, c'est pas tellement ce qui passe dans les tuyaux, donc dans les tuyaux de la télévision, c'est l'existence même de la télévision qui change la société. Et en gros, le message, c'est le médium, c'est-à-dire c'est moi le message. C'est pas tellement ce que je raconte, ça serait prétentieux de prétendre que je vais changer la société à travers ce que je raconte, mais c'est moi-même qui suis le message.
une chose que je peux dire, c'est que j'ai jamais eu de diplôme dans ma vie. Mais j'ai fait un procès à un producteur que j'ai gagné. Et grâce à ce procès que j'ai gagné après des droits d'auteur. Donc, le seul diplôme que j'ai eu, c'est en fait gagner un procès en cassation, qui m'a permis d'être payé en droits d'auteur quand je faisais ces guignols. Il y avait des cours d'interprétation de Cortot. Et je jouais une sonate de Chopin. Il y avait un Anglais qui jouait cette sonate aussi. L'Anglais joue la sonate froid, rigide. Et moi, qui jouais après, j'ai fait aussi ridicule à plein de gens. J'ai exagéré complètement les nuances, les caractères. Et Cortot, d'une belle voix grave, il avait une très belle voix. Madame, vous le faites un peu trop à la comédie française. Je pense que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Donc, je ne cultive que mes rêves. Qu'est-ce qui m'agace dans le monde? Qu'il y ait si peu de générosité. Je me souviens de Coluche qui m'a raconté une histoire horrible quand j'ai fait pour lui la première campagne des Restos du Cœur. Il m'a dit, tu sais ce que c'est le Français d'aujourd'hui? Le Français d'aujourd'hui, c'est un mec qui marche le long d'une rivière, et dans la rivière, il y a un autre mec qui se noie et qui crie help, help, help. Et le mec qui est sur le bord de la rivière, espèce d'imbécile, au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. Bon. Moi, c'est ça qui me révolte, tu vois, qu'il n'y ait pas plus de solidarité humaine à tous les niveaux. Dans notre existence, on subit de la violence, en fait. Ce qui est le plus difficile à vivre, c'est la violence. Et paradoxalement, la violence qui me fait le plus mal, c'est pas tellement les quelques rares fois où j'étais confronté à de la violence physique, c'était plutôt la violence, je dirais, institutionnelle, administrative. Je dirais que c'est une violence larvée, régulière, permanente. Et toute ma vie, je me suis heurté à une espèce de violence administrative où tu te retrouves face à ce que j'appelle des dérives systémiques. C'est-à-dire que tu as des institutions, des organismes qui sont vertueux dans un sens, puisqu'ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous aider, hein, des systèmes d'assistance sociale, de partage, de collaboration. Et finalement, on a un phénomène que le sociologue Édouard Thiault a décrit à un moment. Il dit les grandes institutions ont toujours tendance à remplacer leur vocation d'origine par une vocation propre. Le meilleur exemple, par exemple, c'est l'histoire du sang contaminé. On a un organisme qui est censé sauver les gens et qui finit par les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé leur vocation d'origine par une vocation propre, laquelle? Faire du bénéfice, gagner de l'argent. Je ne dirais pas comme tout le monde, il faut bien travailler à l'école. Je dirais, faut bien savoir là où on est doué. Hein, tous les gens que tu rencontres, c'est des gens qui je pense, ont été là où ils savaient où aller. Là où il serait bien. Moi, je vois des gens qui travaillent, par exemple, chez moi, et qui sont pas à l'aise, qui veulent sculpter, et veulent sculpter apprendre à sculpter, disons, en dizaines de jours, ils sont en un mois encore en train de... Voilà. Donc, c'est pas la peine. Donc, il faut savoir ce qu'on aime faire. Très attentive à ce que allaient dire les cartomanciennes, voyantes, supervoyantes, etc., les taches d'encre. Alors, vous ne connaissez pas ça. On fait des taches d'encre sur une feuille de papier, et c'est d'après les taches que vous avez faites, il y a toute une histoire de votre vie. Mon arrière-grand-père est mort à Verdun. Mon père, qui a fait la guerre de 40 et puis qui était le médecin des résistants, a failli 10 fois être pris par la Gestapo et ne pas rester. Et moi, je suis comme un investi, je suis allé faire 28 mois de service militaire, dont une grande partie en Algérie. Donc, j'ai été percé par la guerre. Mais par bonheur, vous, votre génération, vous ne connaissez pas la guerre. Donc, profitez de ça et n'oubliez jamais que la plus grande folie des hommes, c'est la guerre. Voilà. Faites l'amour, pas la guerre. On reçoit des dons, et elles ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il faut écouter avec amour les dons que nous avons par nos enfants ou par nos personnes qui viennent chez nous. Parce que tu seras médecin. Ben non, c'est pas vrai. Le pauvre gosse, il n'est pas fait pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? À quoi sert le cerveau humain? Il sert à simuler
des réalités virtuelles. Parce que c'est ça qui nous sauve. C'est-à-dire que l'humain est fragile par rapport à des tas de créatures, fragile physiquement. Mais nous compensons notre fragilité parce que notre cerveau passe son temps à imaginer ce qui va nous tomber sur la gueule dans les milliers d'années qui viennent ou dans les dizaines d'années qui viennent. Et la science-fiction en fait partie. Et donc, le cerveau crée des mondes virtuels en permanence, chez tout le monde, tout le temps. Et ce que nous faisons en art, nous reproduisons ce processus du cerveau et nous créons des espaces virtuels. Mais nos outils sont des outils d'exploration, c'est-à-dire la technologie, mais quelque technologie que ce soit. Tu prends un pinceau, de la peinture et tu commences à peindre, tu es en train d'explorer quelque chose. L'important n'est pas de consommer de l'art, c'est pas de regarder des trucs. L'important, c'est d'en faire. Parce que quand tu fais, c'est comme prendre le bateau et y aller. Tu n'es pas en train de lire un roman de grand aventurier, tu prends ton bateau et tu pars à l'aventure. Et donc, faire de l'art, c'est pareil. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Car, voyez-vous, à un moment, comme toutes les jeunes filles, j'attendais ce prince charmant. Je l'attends toujours. Quand j'étais petit, je suis né en 43, donc encore il y avait des odeurs de poudre et de guerre. Et ma mère disait, allez, va jouer dans le jardin. Et moi, je me disais, oh là, le jardin, je suis dehors, je suis pas près de ma maman. S'il y a un soldat, je n'ai pas un soldat nazi, c'est un méchant soldat, pour moi, on n'entendait pas de guerre, j'ai 4-5 ans, je n'ai même pas ça, qui veut me tuer, qu'est-ce que je vais lui dire? T'as que la parole quand t'es petit. T'as pas de bagaille, t'as pas de flingue. Qu'est-ce que je vais lui dire pour pas qu'il me tue? Et je pense dire quelque chose, être dans les guignols, fabriquer les guignols pour dire des choses à des milliers, je dis voilà, là on va dire des choses. Moi je n'ai pas de notion de peur parce que j'attends que l'accident arrive. J'ai peur après. Mais je traverse la vie en toute confiance. Déjà je donne ma confiance spontanément aux gens. La première fois que je t'ai vu, je te donnais spontanément ma confiance. Quand je suis déçu, je ferme le rideau de fer. Et puis quand la confiance dure, elle devient finalement de l'amitié. Et c'est le bonheur, c'est le sel de la vie. Cortot, qui est donc le grand pianiste que vous savez, était allé en Hongrie. Il avait rencontré une femme qui devait faire du yoga. Et ça, il s'est dit, tiens, je vais faire une méthode basée. Or, à ce moment-là, au conservatoire, on faisait des élèves qui arrivaient au concours et qui ne pouvaient plus jouer, tellement ils étaient bloqués. C'est comme n'importe quel sport, si vous voulez. Bon. Et puis même dans la vie courante, même vous avez des choses difficiles quelquefois à discuter ou à apprendre, ou professeur. S'il y a un relâchement après, vous êtes regonflé, si je veux dire. Il me semble. Et ma posture globale, c'est une posture que je revendique, une posture de cyberpunk, de voyou cybernétique. C'est-à-dire que, et je pense qu'il faut qu'on fasse ça, il faut instrumentaliser le système. Sinon, c'est lui qui s'instrumentalise et t'es mort. En gros, tu vas rentrer en dépression et tu vas être très mal. Donc, il faut se démerder pour instrumentaliser le système, pour assurer ta survie et financer ta propre réalisation. Si tu t'oublies et que tu ne fais que la réalisation des autres, c'est-à-dire tes employeurs, tu vas être très mal au bout d'un certain temps parce que tu es dans un processus de négation existentielle personnelle. Donc une des voies importantes, une des choses importantes à faire quand tu rentres, en tout cas dans le chemin de la création, c'est de toujours ménager un espace de réalisation personnelle. Il n'y a que ceux qui croient en eux qui peuvent faire que l'on croit à notre tour en eux. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Tu vas être le premier à croire en toi. Moi, je ne dis jamais non. Je ne dis jamais non, sauf quand je suis totalement débordé. Et j'essaye de garder 20% de mon temps pour les jeunes. Et qu'est-ce que c'est l'information? Ça n'existe pas. L'information n'a pas de matérialité. Ce que nous voyons, c'est les traces que laisse l'information dans la matière. Par exemple, la tablette d'argile avec des écritures cunéiformes. Mais l'information véhiculée par l'écriture cunéiforme, il faut qu'il y ait un organisme ou un système de codage et de décodage pour que l'information apparaisse.
en particulier l'information du vital, l'information du vivant, le vivant, la vie, c'est la chose la plus immortelle de l'univers. C'est-à-dire que ça fait 4 milliards d'années qu'elle est sur cette planète, et elle va en tendant à la complexification. Alors que tout le reste autour d'elle tend vers l'entropie, c'est-à-dire se désagrège, se détruit. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus immortel que le vivant, paradoxalement. Tu vois le raisonnement. Et d'ailleurs, ce phénomène-là, un nom scientifique, maintenant, on l'appelle la négantropie. C'est-à-dire que le vivant va à l'encontre de l'entropie universelle. Donc, du coup, on est à une croisée des chemins en ce moment. Hein. C'est-à-dire la grande révolution que nous vivons. Et c'est ça qui est génial, d'ailleurs, c'est de vivre le moment qu'on est en train de vivre là. C'est-à-dire c'est un des moments les plus énormes, c'est plus important que la Renaissance que nous sommes en train de vivre actuellement. Et nous prenons conscience d'un espace immatériel déterminant le réel, qui est l'espace de l'univers de l'information. Tu me suis? La vie est ce que l'homme a inventé le plus beau. Il ne faut pas la gâcher. Il faut la vivre à plein temps. La première personne qui m'a vraiment donné envie de me lancer dedans s'appelle Ghassan, la première personne que j'ai interviewée, donc 70 ans aujourd'hui, même plus, qui est un acrobate de cirque extraordinaire, quoi. Il fait du skateboard en rotation épaules et puis à l'envers, et puis il fait plus de 20 km de course à pied, il s'entraîne 4-5 heures tous les jours à la gare du Nord. Et je l'ai rencontré à la gare, par hasard. De toute façon, c'est que du hasard. Hein. Et je me suis rendu compte que plein de gens étaient fascinés par son énergie, en fait. Et lui, il donne, il réfléchit pas, quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a peut-être d'autres Ghassan, hommes et femmes, qui existent. Je m'appelle Clément Leroy, je suis psychologue cogniticien. Je donne des conférences en entreprise sur la gestion du stress, les clés de la motivation et du bien-être. Et en parallèle de cela, je suis aussi triple champion du monde d'équilibre à vélo. Et en fait, je voyage à travers le monde chez l'habitant. Le soir, je sonne à 17h chez l'habitant et les personnes qui acceptent de m'héberger, je leur offre un spectacle dans leur salon, en équilibre sur mon vélo. Ils invitent les voisins, les copains. Et j'ai fait ça dans plus de 350 maisons, dans plus de 20 pays à travers le monde. J'ai fait le plus haut sommet de chacun des continents en 92 et j'étais la première femme au monde à atteindre le pôle Nord en 97. On me dit, je suis herpétologue, je m'occupe de reptiles, quoi, en gros, de tous ces animaux. Mais en réalité, je suis surtout libre de faire ce que j'ai envie de faire et je me fais plaisir. J'ai eu un accident avec une ligne électrique, une ligne de 20 000 volts. J'ai démonté une antenne de télévision sur mon toit. Et j'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit ça passe. Et j'avais pris une échelle en aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison. Et pour avoir plus de force, j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui a créé un contact avec la terre. Et là, 20 000 volts ont traversé mon corps. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Alors, quand les animaux cohabitent, on arrive à faire cohabiter des animaux. Ça veut dire que vous avez un iguane qui se balade avec un crocodile, un petit crocodile qui passe à côté, un canard qui passe à côté ou un chat qui vit avec des alligators, comme ça se passe chez moi. Eh bien, quand on n'a plus peur, qu'on n'a plus cette adrénaline qui nous monte, parce que l'adrénaline, quand ça sort pour vous, quand vous avez peur de quelque chose, vous dégagez de l'adrénaline. Si vous voulez vous battre contre quelque chose, vous dégagez de l'adrénaline. L'adrénaline, ça veut dire quoi pour un animal? Ça veut simplement dire danger. Vous sentez, il le sent, il le ressent. Et d'ailleurs, on voit bien que même une araignée que vous mettez sur la main, quelqu'un qui a peur, l'araignée qui se met sur la main, elle ne veut pas aller sur la main parce que c'est bourré d'adrénaline. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Ah, on sait ce que c'est qu'un ordinateur, on sait réparer un moteur, mais ça, on ne sait pas. 12 ans après mon accident, j'ai réalisé un rêve qui était dans ma tête. Traverser la Manche à un nage. Je dirais que 99% des gens me disaient c'est pas possible, tu peux pas faire ça, Philippe. Arrête, tu vas droit dans le mur, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal pour rien, enfin, tu vas dans un rêve qui n'est pas réalisable. Et j'ai montré aux 99% de pessimistes que c'était possible. J'ai créé comme ça, de manière intuitive, à chacun son ivresse, pour des enfants qui sont atteints de cancer, qui pouvaient être encore en traitement. Ça leur permet de couper aussi avec les parents, de redonner confiance aux parents. Donc en 25 ans, je vais fêter les 25 ans, on a accompagné 4500 enfants. Ça dure sur une semaine. Ce sont les enfants, les soignants qui nous confient les enfants. Donc l'idée, c'est d'être aussi dans une démarche thérapeutique. C'est pas qu'une semaine à la montagne, c'est d'accompagner la guérison. Et quelque part, j'ai peut-être créé la médecine où j'utilise et je fais de la médecine de l'âme. C'est-à-dire qu'on a soigné le corps, mais il faut soigner l'âme, l'esprit.
Quand je suis parti, je ne croyais pas forcément que j'allais réussir à me faire héberger chez l'habitant. Et ce qui est très drôle, c'est ce que m'a dit mon tout premier sponsor. Il m'a dit, c'est le dirigeant des transports jumeaux. Il m'a dit, Clément, je ne crois pas du tout en ton projet, mais j'aime ta folie. Tiens. Et il m'a tendu mon premier chèque. Là, ça m'a illuminé. Je me suis dit, c'est bon, c'est parti. Pour de vrai, là, je ne peux plus décrocher. Donc pendant 45 jours, j'ai recherché des sponsors extrêmement activement. Et le 20 février, je prenais la route. J'arrive en Belgique. Et là, j'y croyais qu'à moitié. Mais bon, j'ai sonné chez l'habitant. Et à la 8e maison, j'ai réussi à me faire héberger chez Marguerite, qui avait 84 ans. À chacun son livret, je l'ai fait. J'ai pas eu envie de la faire. Ça s'est fait de manière naturelle. Madame Voisin, la directrice de l'école de l'hôpital Trousseau, est venue me chercher pour que je raconte mes voyages quand je faisais le tour du monde aux enfants. Bien évidemment, j'ai dit oui. Elle m'a donné la chance de transformer mon Everest en plein d'Everest, de pouvoir parler de cet Everest à des enfants qui étaient en train de vivre le leur, qui est peut-être le plus beau puisque c'est la guérison, la rémission, que c'était leur donner une image, j'allais dire, de ce combat, de cette montagne à gravir avec les paliers, avec la cordée, avec les crevasses, et puis donner cet objectif et leur faire comprendre que ça prenait du temps. Justement, un enfant, par exemple, un enfant on lui montre, ça c'est une araignée, ça c'est un scorpion, ça, alors attention, le scorpion ça pique, l'araignée ça peut mordre, mais ça tu vois c'est une coccinelle, ça c'est une fourmi. Mais l'enfant il est en admiration, c'est pas un Pokémon, c'est un vrai animal, il n'y a pas besoin de mettre des piles dedans, il marche tout seul. Mais c'est extraordinaire, il a des couleurs, il bouge. Et l'enfant n'a pas d'a priori. Mais si la maman arrive, touche pas ça, c'est horrible. Il y a de l'adrénaline, il y a de la peur qui se transmet. L'animal ne réagit plus de la même façon. Il a peur, il se sent en danger, il va réagir mal, il va se défendre, ou il y aura quelque chose. Mais l'enfant, il avance tout simplement. Bien sûr, il y aura des petits bobos. Mais est-ce que c'est pas ça l'expérience aussi, c'est d'apprendre à avoir des petits bobos? Pas trop dangereux, évidemment. C'est ça la vie. Et quand on a un petit bobo, qu'on est guéri, on est content. Et on sait ce que c'est que la valeur d'un bobo. Et après, on fait attention. C'est ça l'expérience. Une fois le tour du monde passé, j'ai décidé d'emmener des enfants à la montagne, comme ça, un peu avec un médecin, le professeur Baruchel. Je ne savais pas très bien ce qui allait se passer, mais je savais que j'avais quelque chose à leur permettre de vivre, c'était de réaliser leur Everest, cette fois-ci physiquement, et de pouvoir les aider à transformer l'image qu'ils avaient d'eux, le regard qu'ils avaient d'eux, leur redonner confiance, leur montrer qu'ils n'étaient pas que des enfants malades, leur prouver qu'ils étaient capables. Le plus dur dans tout ce que j'ai vécu, c'est pas l'accident. Peut-être quand j'ai reçu ma facture d'électricité, mais bon, ça c'est un autre détail. Le plus dur, c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation, même si le centre de rééducation, c'est des litres et des litres de larmes, et des litres de sueur. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de l'approche camaraderie, c'est du retour à la vie, quoi. C'est l'acceptation. Le plus dur, le plus violent, c'est le retour à la maison, quoi. Il n'y a rien de plus terrible. Et là, quand je suis rentré chez moi, je me suis renfermé pendant 7 ans sur moi-même. C'est-à-dire que j'ai vécu là, dans ce canapé, là, pratiquement, là, pendant 7 ans. Je faisais lit, canapé, canapé, lit. C'est ce que j'explique dans mon livre, Plus fort la vie, c'est ma phase gros con. C'est ma phase où tout m'est dû. Vous allez m'écouter, oui. C'est moi qui ai eu un accident. Et au bout de 7 ans, mon épouse est partie. Je suis entré dans une phase de colère terrible. Elle est psy. J'ai moi qui ai demandé un coup de main au psy pour me reconstruire. Et après, j'ai rencontré Susanna, qui m'a donné des ailes. Et, enfin, m'a plutôt donné des palmes pour traverser la Manche, relier les 5 continents ou être pilote sur le Dakar. Donc voilà un petit peu toutes les étapes qui m'ont un petit peu ramené à la vie. Et je pense que l'outil de résilience absolue, qui m'a vraiment permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, l'outil de résilience qui m'a permis d'être l'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est le sport. Le sport m'a vraiment reconstruit. Enfin, le sport m'a permis de comprendre que d'aller vers l'autre, demander un coup de main à l'autre, c'est pas un déshonneur. C'est pas un déshonneur, c'est un moment de partage. C'est vraiment un moment de partage. Ça, même encore aujourd'hui, mon handicap m'emmerde au quotidien, mais à cause de lui, il y a des trucs que je peux plus faire. Mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de dingue, quoi. Grâce à lui, j'ai fait des trucs de fou. Dès mon premier projet, tout le monde me disait « Mais Clément, les Français ne sont pas du tout hospitaliers, ça ne peut pas marcher en France, ton projet. » Et quand je suis revenu de Norvège, je me suis dit « Ça a tellement bien marché à l'étranger qu'il faut que je teste l'hospitalité des Français. » Donc je me suis lancé dans un tour de France des communes non insolites. J'ai dormi dans Verges, en Saint-Amand-sur-Fion, à Lorgy, à Bézancourt. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, en sonnant à 2 ou 3 maisons dans les villages, eh bien, je trouvais tout de suite des hôtes. 11 fois dans mon tour de France, sur à peu près 70 nuits passées chez l'habitant, 11 fois c'est dès la première maison que les personnes m'ont accueilli, donc ça montre à quel point c'était très simple. Et chaque soir, le même plaisir, les gens invitaient les voisins, les copains, on s'est même retrouvés jusqu'à 25 dans un salon pour le spectacle improvisé. Chacun jouait le jeu et on passait une soirée un petit peu
hors du temps. Et ça montre à quel point, eh bien, là où des personnes peuvent dire au quotidien, moi, jamais j'hébergerai un inconnu, eh bien, quand les choses se présentent, quand on est dans le vif de l'action, il y a une dynamique qui est différente. Et là, les choses se rendent possibles. Et encore aujourd'hui, quand il y a un restaurant, par exemple, quand je vais à Paris, et qu'il y a des marches, et qu'il y a une entrecôte qui est là avec des frites qui me plaît, et que j'ai envie de la manger, ben, il y a 3-4 gars qui passent, je leur dis hey, les gars, vous voulez pas me donner un coup de main, s'il vous plaît? Les mecs, ils soulèvent mon fauteuil, je passe les 3 marches, moi je suis un smiley parce que je vais manger mon entrecôte, et les 3 gars, bizarrement, sur le trottoir, quand ils repartent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un smiley. Ils ont un smiley. Ils ont vécu un moment de partage de quelques secondes, mais ils ont vécu un moment de partage. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que le partage, quoi. J'ai compris après que j'aimais le sport, j'aimais ce dépassement, j'aimais gravir ces montagnes, être dans ces expéditions, parce que finalement, je pratiquais la pleine conscience, je pratiquais la méditation sans le savoir, parce qu'on peut réussir à partir du moment où justement on fait le vide dans sa tête, qu'on est bien dans son souffle, dans son corps, qu'on avance, qu'on est porté, qu'on est guidé, qu'on est sublimé par le sommet à atteindre. Et j'ai compris après coup pourquoi j'aimais cette vie, parce qu'elle est simple. Elle est peut-être dure, mais elle est simple, parce qu'on est avec soi. Quand on a un rêve, je pense que le plus important, c'est d'essayer de se mettre des objectifs concrets face à soi, de se mettre le pied à l'étrier et de foncer, et surtout de s'entourer de gens qui ont envie de nous voir réussir, croire en notre projet. Voilà, les personnes qui nous disent « n'essaie même pas, ça sert à rien », eux, il faut les mettre de côté. Et je pense qu'en plus d'écouter les personnes qui croient en nous, il faut essayer de s'entourer de personnes qui ont intérêt à ce que ça fonctionne. Et là, dans ce cas-là, ils vont nous donner des petits tips, de l'aide pour nous aider à avancer. Et ça finit toujours par y arriver. Quand on veut, on peut. C'est moi, quand j'ai eu mon accident, mon père, il a fait une grosse bêtise. Il avait dit à ma famille et mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe, je veux qu'on lui montre qu'on va être une famille forte et qu'on va être des amis soudés. Je veux que personne ne pleure devant lui. Et donc, personne ne pleurait devant moi. Et j'étais là, mais tout le monde s'en fout, personne ne pleure ou quoi? Et là, je me suis dit, mais ça veut dire que moi aussi, il faut que je les protège. Ça veut dire que moi aussi, il ne faut pas que je pleure devant eux. Et on a joué ce rôle pendant 7 ans. Pendant 7 ans, jamais personne n'a parlé de l'accident. Pendant 7 ans, jamais personne n'a parlé de ce qu'il avait ressenti, la haine de cet accident. Tout le monde s'est auto-protégé les uns les autres. Le pire des poisons qui puisse exister sur la Terre. Ne pas parler. Ne pas communiquer, ne pas dire ce qu'on le ressent. Ça, c'est le pire des poisons qui puisse exister sur la Terre. Et moi, 7 ans plus tard, quand j'ai explosé, mon père, ma mère, mon frère, mon ex-femme, même mes 2 garçons ont explosé 7 ans après. Tout le monde a eu besoin d'un coup de main 7 ans après l'accident. Donc voilà, ça, plus jamais. Plus jamais. Il faut parler. Mais par contre, ce qui est très important, entre les noirs, les jaunes, les blancs, les rouges, les pygmées, les bushmen, toutes ces connaissances que nous avons dans ce peuple, toutes ces connaissances avec tous ces peuples qui vivent et pensent différemment de nous, c'est ça notre vraie richesse en réalité. C'est ça la connaissance et notre richesse. Et je pense que si tous, on pouvait partager ces connaissances et ces richesses de toute la planète, peut-être qu'on protégerait la Terre. Peut-être. Le moins possible, il ne me fait plus peur aujourd'hui. Mon mode de fonctionnement, c'est j'ai d'abord une idée, ensuite j'ai les infos, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens aujourd'hui, ils ont des rêves, ils ont des objectifs à se fixer, et tout de suite derrière, ils vont se poser les mauvaises questions pour se faire peur tout de suite, pour pas y aller, quoi. Ils se font peur pour pas y aller. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été menée aux États-Unis, je l'avais rendue au magazine de la santé sur France 5. On avait posé aux personnes aux fins de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. T'imagines? 85%, j'ai pas réalisé mon rêve. Ils étaient en fin de vie, quoi. Ce qui est drôle dans ces rencontres chez l'habitant, c'est qu'en fait, là où j'étais dans la demande, je leur demandais de m'aider, de m'héberger, et bien très fréquemment, quand je repartais, c'était mes hôtes qui me disaient « Clément, merci d'avoir sonné chez nous ». Et ça m'a beaucoup marqué. Dans une société où on a l'impression que dès qu'on offre, eh bien on perd. Et là, je découvrais l'opposé. Les gens m'offraient quelque chose, la nuit, le couvert, et derrière, on repartait tous grandis. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on est dans le partage, eh bien chacun grandit par le don de l'autre. Moi, mon slogan, c'est « Tout est possible ». Tout est possible. Tout est possible. Depuis que j'ai eu mon accident, c'est le mot impossible, moi j'y croyais, moi. On m'a élevé dans le mot impossible. Aujourd'hui, même à l'école, on nous éduque dans l'impossible. Tu vois, quand tu vas voir quelqu'un qui oriente ton parcours à l'école, ton rêve, c'est de dire « je veux ça ». Et que le mec ou la nana en face de toi dit « non, toi tu vas être charcutier, toi ». Non, mais attendez, mon rêve c'est d'être ébéniste. Non, mais t'as vu, non, tu seras charcutier, mon garçon. Écoute, c'est moi le professionnel. Voilà la pire des conneries qui puisse exister sur la Terre. Réalise ton rêve.
Et la mort, comme je dis souvent, on voit l'animal se faire attraper, se faire dévorer. Il accepte la mort indirectement. Bon, ça lui fait un peu mal, évidemment, mais avec l'adrénaline, il est un peu protégé, je suppose. Mais on voit ça se passe quelquefois bien. Peut-être que la mort, c'est peut-être quelque chose de très agréable. On ne le sait pas. C'est peut-être pour ça qu'on le garde pour la fin, d'ailleurs. Le vrai, c'est possible. Tout est possible. Osez. Osez. Arrêtez d'avoir peur. Vous avancez, vous allez. Et puis, si ça doit se faire, ça va se faire. Alors je suis vraiment très reconnaissant des personnes qui m'ont ouvert leurs portes, sachant que je ne suis pas quelqu'un de connu, je suis un jeune venu de nulle part, et ils m'ont fait confiance. Et ça, je n'oublierai jamais toutes ces personnes. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui je peux parler devant une caméra. Et aujourd'hui j'essaie vraiment de rendre hommage en fait, à ces personnes et être le plus humble en fait, possible en fait. Et plus on apprend, plus on devient humble, enfin pour moi. Et c'est pour ça que je les remercie vraiment, parce que c'est vraiment c'est des valeurs en fait qui m'ont transmis. C'est ce qu'il y a de plus beau en fait, il n'y a pas de prix.